domino, c'est ce que tu n'avais pas vu venir et c'est le risque qui est caché derrière. C'est le tsunami et Fukushima derrière. Pour moi, c'est l'effet domino le plus parlant. Personne n'avait imaginé un risque nucléaire avec un tsunami. Et donc, souvent, j'entends, quand j'essaye d'évoquer la question du nucléaire en relation avec l'eau, les gens me disent, oui, mais bon, on a aussi des centrales derrière, en bord de mer, derrière, on n'a aucun problème. Il ne faut peut-être pas oublier qu'en mer du Nord, à peu près au 15e, 16e siècle, on a eu un tsunami qui a tout ravagé. Et en réalité, on n'est absolument pas derrière. Ce fameux risque zéro n'existe pas, c'est une réalité. La seule chose quand on gère les risques et quand on gère les crises, c'est qu'on sait juste qu'on ne sait rien. C'est la seule chose. Je travaillais en cellule de crise pendant des années. Je peux t'assurer que quand tu fais fermer une autoroute parce que derrière tu as des pluies diluviennes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Quand un jour j'ai fait fermer l'autoroute, le préfet m'a écouté ce jour-là, parce que je travaillais en cellule préfectorale quand il y avait des événements majeurs d'inondation dans le sud de la France. Et quand j'ai expliqué au préfet derrière qu'on avait une cellule orageuse qui restait bloquée sur l'autoroute, qu'on était dans une zone de cuvette entre Nîmes et Montpellier, et qu'il fallait absolument évacuer la population, il m'a écouté, il a fait fermer l'autoroute A9 dans les deux sens, ce qui était une des premières décisions qui n'avait jamais été prise en 30 ans, et on a dérouté 4000 voitures. 1h30 après, il y avait 1,60 m d'eau sur l'autoroute. On est passé à côté d'une catastrophe, il n'y a eu aucune victime. Donc en réalité, ça aurait pu se passer comme ça aurait pu se passer autrement. Il y a quelques mois, cette même autoroute s'est retrouvée dans les mêmes circonstances avec une pluviométrie intense. Et là, par contre, on a eu des gens complètement bloqués sur l'autoroute et heureusement qu'on a eu des élytrouillages à temps. Donc en fait, je crois que quand tu te confrontes entre les projections à très longue distance de l'évolution climatique, de la réalité, de la complexité du monde, et puis les décisions qu'on doit prendre dans des temps très courts, c'est là où tu te confrontes à tous les biais cognitifs humains qui font que, et ça vraiment je l'ai vu en temps de crise, quand la crise est là, tu as beau avoir préparé les choses à l'avance, tu peux avoir des plans, planifier l'urbanisme, expliquer aux gens, faire des campagnes de sensibilisation, essayer de réfléchir à tout, et c'est ce qui a été fait beaucoup pour le risque inondation. Quand l'événement est là, on n'y croit pas. Parce qu'on est là et on se dit non, c'est pas possible. Non, non, mais ça va concerner les autres, ça va pas nous concerner. On a du mal à imaginer que ça va arriver sur nous. Et donc ça, je te dis ça à l'échelle d'une cellule de crise. Alors imagine, à l'échelle lambda, on a toujours l'impression qu'on se dit, ah les pauvres, on a découvert, si on prend par exemple le cas du risque inondation, on a découvert en France qu'on était soumise au risque inondation quand on a eu Vaison-la-Romaine. On a tous petits été choqués par, enfin moi j'étais petite à ce moment-là, 1992. Et donc on a tous été... Nîmes sous les eaux, c'était quoi? 88. Donc c'était 4 ans avant. Donc il y a Nîmes d'abord. Alors Nîmes, ça va être vraiment un choc des gens, parce que du coup on découvre qu'on est soumis au crue éclair. Et surtout, on va avoir jusqu'à 2 mètres d'eau dans la ville, on va avoir des rumeurs qui vont